Donc, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Caroline Le Boucher, donc une camarade de la 89. Donc, Caroline, bonsoir. Tu es directrice générale de Atout France, donc l'agence de développement touristique de la France. Et aujourd'hui, tu nous parleras de la situation du secteur du tourisme en France et des actions entreprises par les parties prenantes. Et on voit que depuis hier soir et aujourd'hui en début d'après-midi, on a des nouvelles. Donc peut-être aussi, si tu veux réagir aux toutes dernières annonces gouvernementales et du président de la République. Voilà, c'est à toi pour 15-20 minutes. Et puis après, on posera quelques questions. Voilà, à toi. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous, chers camarades. Donc, je vais vous parler d'abord du monde du tourisme d'avant le Covid, parce qu'il y a vraiment un avant, un après. Et puis, effectivement, aborder les conséquences du Covid et les dernières en date, en effet, étant les mesures de couvre-feu hier soir et passer une bonne partie de la journée, évidemment, en réunion avec les acteurs et les ministres pour discuter des conséquences sur les acteurs de ces couvre-feux et des dernières mesures annoncées. Alors, dans le monde d'avant, le secteur du tourisme était un monde qui était en pleine croissance depuis des années, avec pour l'Europe une position de leader forte d'après les chiffres de l'OMT. Vous voyez ici la répartition. Donc, la photographie en 2018, mais 2019, c'était à peu près la même chose. Et puis, en dynamique, comme vous le voyez, entre 2018 et 2024, on prévoyait encore, du côté de l'Organisation mondiale du tourisme, une forte croissance. Et donc, ça faisait sur 6 ans à peu près une projection de 28% de croissance. Je pense qu'il y a beaucoup de secteurs économiques qui aimeraient avoir ce type de croissance. Et comme vous le voyez, l'Europe, dans ses projections, gardait son leadership, mais était talonnée de près par la croissance très très forte de la zone Asie-Pacifique. Voilà, donc vous voyez ces très très belles courbes qui montrent qu'en termes d'arrivée comme de chiffre d'affaires, on avait effectivement un boulevard devant nous, et notamment pour la France. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez ici, la France est, d'après l'OMT, leader en matière de nombre d'arrivées internationales, devant l'Espagne, devant les États-Unis. Et encore, ces chiffres ne comportent pas les arrivées de touristes internationaux dans les territoires d'outre-mer. Donc, en réalité, on est déjà plutôt à plus de 90 millions. Et puis, en termes de recettes, nous sommes 3e sur le podium international, très loin derrière les États-Unis, pour des raisons évidentes de distance par rapport aux autres bassins et marchés émetteurs, mais assez proche de l'Espagne néanmoins. Vous savez, on a une partie des touristes internationaux qui en fait restent peu de temps en France, ils traversent la France, ils vont en Espagne, d'où cet échange des positions entre France et Espagne. Donc tout ça, c'était dans le monde d'avance, ça se présentait tellement bien, même trop bien. Comme vous en souvenez sans doute, il y avait des discussions sur la notion de surtourisme. Ce qui fait que cet objectif d'accueillir 100 millions de touristes en France à l'horizon 2020 avait été d'abord retardé à horizon 2022 et puis finalement mis de côté en se disant que ce n'était pas la bonne métrique, qu'il fallait peut-être d'abord raisonner en termes de valeur ajoutée, de chiffre d'affaires, de recettes internationales et de montants d'investissement dans le secteur du tourisme en France. Alors, quand on regarde dans le monde d'avant toujours, le positionnement de la France en termes de compétitivité dans le secteur du tourisme, vous le voyez, là ce sont des chiffres du forum de Davos. La France, là aussi, était très bien située, à égalité en réalité, avec l'Espagne et l'Allemagne, vous voyez, avec le même score global. Et quand on regarde de façon plus qualitative les points forts, les points faibles de la France, on voyait que dans les points faibles notamment, nous avions un sujet de compétitivité qualité-prix et par ailleurs de qualité perçue du service par rapport au prix demandé.
Quelques derniers chiffres encore sur la photographie dans le monde d'avant la pandémie. Sur ces presque 90 millions de touristes étrangers, en réalité, donc une part très importante, quasiment 80% donc, pour l'Europe. Et puis, on parle toujours des États-Unis et de la Chine. Quand vous regardez ces chiffres, la réalité, c'est que les Chinois, ça représentait certes 2,2 millions de visiteurs, mais seulement 2% de l'ensemble de nos visiteurs internationaux, France entière. En termes de recettes, là, une photo un peu différente avec plutôt 2/3 pour des recettes en provenance de l'Europe et puis 1/3 pour l'extérieur de l'Europe. Alors, dans les projections que nous faisions avant la pandémie, donc nous avions une répartition dans les priorités des marchés à attaquer entre l'Europe, toujours, qui restait une bonne source en effet de réservoir de croissance, qui n'était pas encore complètement mature, et puis dans le hors-Europe, notamment l'Asie-Pacifique, qui était un marché important. Et vous le voyez, notamment parce que la Chine, dans le palmarès des bassins émetteurs qui dépensent le plus et qui sont donc potentiellement les plus intéressants, la Chine était numéro 1, juste devant les États-Unis. Voilà, je pourrais vous transmettre après également, bien sûr, cette présentation qui permettait de voir l'évolution en dynamique sur 10 ans de cette variation des recettes touristiques internationales, donc, dont Atout France a la charge. Et vous voyez effectivement la courbe impressionnante de montée en puissance de la Chine, mais quand même à comparer à nos marchés de proximité, la Belgique notamment, qui reste le leader, qui restait le leader et le marché en termes de recettes le plus intéressant pour nous, avec une caractéristique forte, c'est que les voyageurs belges viennent en moyenne au moins 4 fois par an en France faire des séjours plus ou moins longs, ce qui explique leur leadership en termes de recettes. Alors, donc ça, c'était le monde d'avant. Là aussi, je vais passer assez vite parce que ça, c'était les projections qu'on envisageait. Et donc, vous voyez, on était encore très tourné vers l'Europe. Alors, un autre aspect qui est intéressant, c'est de se rendre compte que lorsqu'on parle de l'importance du tourisme international en France et du tourisme en général en France, qui est quand même 7,4% du PIB français, 173 milliards de consommation intérieure et 2 millions d'emplois, on s'aperçoit que le tourisme international, donc c'est à peu près 1/3 des recettes globales, en réalité, il est extrêmement spatialisé. Et c'est important d'avoir ça en tête par rapport à la pandémie du Covid, parce que ces cartes, en fait, que vous avez sous les yeux à l'instant, elles vous disent très clairement qui a le plus souffert depuis le début de cette année de l'impact du Covid, qui a essentiellement ralenti les flux de touristes internationaux. Donc, sans surprise, sur les marchés hors marché européen, vous voyez sur la carte de droite que Paris domine très, très largement en termes de nuitées hôtelières, de volumétrie. Donc, le reste de la France, il y a un écart énorme avec le numéro 2, qui est la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis, numéro 3, l'Auvergne-Rhône-Alpes, pour une raison simple, c'est que bien sûr, il y a le Mont-Blanc, les stations de sport d'hiver qui sont extrêmement attractives à l'international. Quand vous regardez la photo vue des marchés européens, vous voyez sur la carte de gauche que la photographie est un peu mieux répartie, avec toutefois quand même 4-5 régions qui ont un volet d'internationalisation européenne important. Bien sûr, toujours la région Île-de-France en tête, la région Sud-PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, mais quand même aussi la région Grand Est, avec évidemment sa situation très privilégiée de région frontalière, et puis l'Occitanie également juste derrière. Voilà, un autre graphique qui vous permet de voir de façon très intéressante justement ce poids prépondérant de la région Île-de-France sur les différents marchés émetteurs et
et donc le fait, ça explique que cette région, évidemment, est celle qui a très largement le plus souffert de la pandémie. Alors, avant la pandémie, je vous aurais dit que nous avions des problèmes importants, comme le fait que, par exemple, alors que l'Europe aujourd'hui, c'est 80% de notre marché en termes de tourisme international et d'autres réservoirs donc de recettes, c'est pas neutre sur la balance des paiements, parce que le post-voyage, il fait quand même encore 11 milliards d'excédents. Par 7 ans de déficit commercial, c'est quand même assez intéressant, même si cette balance est en diminution. Donc nous avions un problème qui était que nous n'étions plus aussi attractifs que par le passé vis-à-vis de la population des jeunes Européens, les fameux millennials. Atout France a réalisé en effet une étude en 2019 qui a montré que nous n'étions pas dans le top 10 des destinations qui faisaient rêver les jeunes Européens, qui avaient en tête des destinations plus exotiques, disons-le, mais qu'en revanche, à partir du moment où ils étaient venus en France, nous étions dans le top 3 de leurs destinations préférées. Bon, donc on en avait conclu qu'il nous fallait reconquérir de toute urgence et mener des actions vis-à-vis des jeunes Européens. Ensuite, il y a un autre enjeu que je pense vous avez dû entendre et vous avez dû lire des articles à ce sujet, qui est celui de la pression croissante des plateformes numériques, les fameux bookings notamment, parce que ces plateformes, effectivement, captent une part de valeur ajoutée de plus en plus importante sur les 173 milliards de chiffre d'affaires que je citais. Bon. Donc, ce sujet, il avait été vu, il a été entendu, et donc la Caisse des dépôts a été chargée d'une mission qui est celle de créer, non pas un booking à la française, mais en tout cas une plateforme numérique qui permettrait de consolider déjà l'offre française, de récupérer les données relatives aux clients et puis ensuite de proposer, de jouer les intermédiaires avec, y compris d'ailleurs ces plateformes, mais de façon à permettre aux acteurs de garder quand même le contact avec leurs clients et d'avoir une voie de distribution, un canal de distribution qui ne comporte pas potentiellement le même type de commission qu'un booking. Ensuite, en 2019, si vous vous souvenez, en septembre 2019, c'est le secteur aérien qui avait fait les gros titres avec déjà un certain nombre de difficultés pour des sociétés aériennes low cost. Et je pourrais ajouter d'ailleurs qu'il y avait déjà les premiers prémices de difficultés dans le monde ancien traditionnel du tourisme. Vous vous souvenez que Thomas Cook, notamment, avait fait faillite. Donc ça, c'était septembre 2019. Tout ça nous paraissait à l'époque des sujets très graves, avec de très, très gros enjeux. Alors ensuite, il y a les enjeux plus structurants. Alors, avant la pandémie, nous avions en tête déjà les changements climatiques. Ce n'est pas neutre, notamment pour nos fameuses stations de ski, qui avaient fait les gros titres aussi, si vous vous souvenez, l'hiver dernier, avec des transferts de transport de neige par hélicoptère, et puis plus largement une critique croissante de l'impact environnemental et sociétal du tourisme, avec la remise en cause du modèle du tourisme de masse, notamment des groupes, la remise en cause dans certaines villes, par exemple comme Venise ou Barcelone, par les habitants eux-mêmes, du tropisme et de l'importance prise par le tourisme par rapport à l'ensemble des activités et l'impact sur la qualité de vie des habitants eux-mêmes et pas seulement d'un point de vue environnemental. Et puis le Covid est arrivé. Et donc là, comme vous le savez, après janvier-février, 2 mois qui étaient très très bien partis, notamment dans les stations de sport d'hiver françaises, tout d'un coup, arrêt brutal le 14-15 mars, fermeture du jour au lendemain des stations de ski, mise en place d'un confinement pour 2 mois, et là, arrêt total du secteur du tourisme pendant 2 mois. Et alors, depuis, que s'est-il passé en France et ailleurs dans le monde? On a donc une reprise extrêmement lente du secteur. Par exemple, en juin,
en juin de cette année, en France, nous avions une fréquentation dans les hôtels d'à peu près moins 75% par rapport à l'année précédente, ce qui montre vraiment l'extrême lenteur de la reprise du secteur du tourisme. On a eu ensuite un été, juillet-août, qui s'est plutôt mieux passé que ce qu'on pouvait envisager, en tout cas de mi-juillet à mi-août environ, avec une consommation domestique dans tous les marchés, et en France en particulier qui s'est bien tenue, avec des recettes supérieures pour la partie domestique de 2% au mois de juillet et de 9% au mois d'août. Et puis patatras, le 15 août, le Royaume-Uni referme ses frontières avec la France. Donc là, on a assisté à un exode massif de Britanniques et de Français expatriés au Royaume-Uni. Et puis, ont suivi l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l'Italie notamment, le Danemark, qui, les uns après les autres, au fur et à mesure que la situation sanitaire en France se dégradait, ont refermé leurs frontières. Et donc, depuis en réalité mi-août, septembre, nous sommes dans une situation assez atone. Nous sommes revenus plus ou moins à ce qu'on avait au printemps en sortie de confinement, et des perspectives de fin d'année qui sont très moroses. Par exemple, pour les vacances de la Toussaint, seuls 14% des Français ont l'intention de partir. C'est près de 10 points de moins qu'habituellement. Et les réservations, non seulement pour la Toussaint, mais également pour Noël ou les vacances dans les stations de sport d'hiver, sont aujourd'hui à l'arrêt total. Et depuis les annonces qui ont pu être faites ces derniers jours, sont non seulement plus de réservations, mais même des annulations dont le secteur du tourisme est victime. Alors, en ce qui concerne Atout France, nous avions estimé au mois d'août que le secteur du tourisme en France devrait perdre à peu près 30 à 35% de son chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année, donc c'est-à-dire à peu près 50 à 60 milliards de pertes de chiffre d'affaires. Nous allons refaire nos calculs parce que malheureusement, suite aux dernières annonces qui ont été faites et à l'évolution de la situation sanitaire, nous pensons que ce chiffre va devoir être revu à la hausse. Nos voisins sont à la même enseigne, même parfois en ce qui concerne la Grèce, l'Italie ou l'Espagne, dans une situation pire que la nôtre en réalité, puisque cet été, en juillet-août, quand nos hôtels affichaient un taux d'occupation, qui est une des métriques importantes du secteur, d'environ 50%, ou 60% début août, il y avait 20 points de moins, c'est-à-dire à peu près 30% de taux d'occupation dans les hôtels italiens, espagnols ou grecs. Donc, au niveau de l'ensemble de l'économie européenne, où ça représente en moyenne 10% du PIB européen, le tourisme, c'est une véritable catastrophe qui justifie d'ailleurs que Thierry Breton ait décidé d'en faire une priorité dans le futur plan de relance. Et d'après les calculs qui ont été faits donc, par l'Organisation européenne du tourisme, c'est potentiellement 20% du plan de relance qui pourrait peut-être bénéficier au secteur du tourisme si les États et les acteurs du tourisme se mobilisent pour effectivement proposer des projets non seulement de survie, mais de rebond également, pour bénéficier de cette manne européenne. Alors, deux petits dessins pour finir et puis enclencher la discussion. Vous avez peut-être vu déjà ce schéma sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'il est assez parlant parce qu'on voit la taille de la vague du Covid. On voit surtout la taille de la vague qui nous attend après et qui sera liée évidemment à l'impact très fort sur le budget des ménages monde entier et sur la situation financière des entreprises. C'est cette deuxième vague, parce que j'ai parlé essentiellement du tourisme de loisirs, mais évidemment le tourisme d'affaires est dans une situation encore plus catastrophique que le tourisme de loisirs.
puisque tous les grands congrès, les grands salons, les uns après les autres, ont évidemment été annulés, reportés, puis de nouveau annulés, reportés depuis le printemps de cette année. Et pour la France, par exemple, il faut savoir que ce secteur représente 35% de recettes sur l'ensemble du secteur du tourisme. C'est un secteur événementiel, tourisme d'affaires, qui souffre en étant lui aussi quasiment à l'arrêt depuis le mois de mars. Il ne faut pas oublier néanmoins, avec le Covid, que nous avons toujours cet enjeu du changement climatique. Derrière, je le citais tout à l'heure en disant que nous avions déjà eu des prémices de difficultés concernant les stations de moyenne altitude cet hiver, avec un enneigement par endroits moyen. Donc un véritable enjeu et risque, bien sûr, si on prend cet exemple. Plus largement, il y a une montée en puissance dans toutes les enquêtes d'opinion que les acteurs du tourisme nous-mêmes faisons, qui montrent l'importance accrue qu'ont à la fois les entreprises pour le tourisme d'affaires et d'autre part les voyageurs en ce qui concerne l'impact environnemental et notamment sur les gaz à effet de serre de l'activité touristique. Donc, c'était un enjeu avant Covid, ça reste un enjeu à traiter absolument post-pandémie. Il ne faut absolument pas oublier cet enjeu. Et même si ce sera quelque chose de difficile à faire, compte tenu de l'effet de la situation de la trésorerie des entreprises du secteur, ce sera un enjeu sur lequel il faudra très vite travailler lorsque nous serons sortis des discussions et des modalités et des aides et des outils pour aider à la survie du secteur du tourisme. Pas mon dernier slide, parce qu'en fait, il y a encore une vague. Et la dernière vague, c'est celle de la biodiversité. Parce que il faut avoir en tête qu'une des premières choses à côté de la culture du patrimoine que recherchent les touristes, et c'est encore plus vrai post-Covid que ça ne l'était avant, c'est la nature, ce sont les grands espaces, mais vraiment la nature. Et donc, le fait que nous puissions éventuellement, par l'activité touristique elle-même, être amenés à détruire dans certains endroits cette biodiversité, pour le secteur du tourisme, c'est également un enjeu à ne pas perdre de vue. Et donc, c'est la raison pour laquelle la notion de tourisme durable dans tous les sens du terme, qu'il s'agisse en termes d'impact environnemental, d'impact sociétal, le lien avec les habitants, l'acceptabilité, ou qu'il s'agisse d'impact économique, y compris en termes de création d'emplois, de tourisme durable, et tout le monde sait que passer ces actions liées à la survie du secteur, il faudra prendre ce sujet du tourisme durable à bras-le-corps. Voilà pour cette introduction. Merci beaucoup, Caroline. C'était passionnant. Alors, il y a un petit écho, je sais. Ah, c'est bon. Ça y est. Je fais. Tac. Oui, excuse-moi, ta vidéo a disparu. Est-ce que tu peux la remettre? Et voilà. Tac. Et voilà, super. Et je vais enlever la vidéo. Voilà. Et je vais aussi. Tu peux peut-être aussi supprimer le partage d'écran. Voilà. Comme ça, on le verra encore mieux. Voilà, excellent. C'est de ce fou. Ah oui, tu as peut-être encore des slides à nous montrer. Non, c'est bon. Les autres, je vais les garder. Je cherche juste à revenir sur le bon écran. Pourtant, nous sommes tous devenus des pros mais entre Zoom, Teams, etc., à chaque fois, ce sont des fonctionnalités différentes. Voilà. Excellent, parfait, super. Merci beaucoup, c'était passionnant. Et j'accepte volontiers ta proposition d'avoir les slides, parce que ça, on le mettra en même temps que la vidéo sur le site d'Ix-Sursaut. Alors, j'avais quelques premières questions. Alors, tu as dit, vous aviez fait des estimations de perspectives du secteur, mais qu'elles sont révisées à l'aune des annonces d'hier et d'aujourd'hui.
Bon, Oui, j'imagine. et puis de l'évolution sanitaire plus généralement, hein. Oui, oui. Quand on regarde la carte qui a été publiée suite à la décision et à l'accord du Conseil des affaires générales sur les critères d'estimation, d'évaluation de la situation sanitaire dans les différents pays, je vous invite à aller voir cette carte. Je n'ai pas eu le temps de la mettre sur la présentation, mais vous verrez que la France, malheureusement, ainsi que l'Espagne, apparaissent clairement comme les deux pays aujourd'hui les plus atteints par la résurgence, cette deuxième vague épidémique. Le Royaume-Uni, le nord du Royaume-Uni nous suit. Donc, c'est évidemment une carte qu'il va falloir regarder et évoluer avec beaucoup d'attention. Mais nous sommes clairement les plus touchés aujourd'hui. Très bien. Donc je ne sais pas si déjà tu as des idées vu la situation sanitaire, vu les réponses du gouvernement, qu'est-ce qui va se passer, quel est l'impact sur la profession, sur les entreprises dans le secteur, sur l'emploi. Et deuxième question, qu'est-ce qui peut être fait de plus? Bon, on a bien entendu qu'il y avait beaucoup qui a été fait et que le tourisme était vraiment un des secteurs identifiés comme un des secteurs clés pour la relance, notamment le plan de relance européen. Mais voilà, qu'est-ce qui peut être fait de plus par les différentes parties prenantes et qu'est-ce que vous faites, vous en particulier, peut-être notamment pour favoriser aussi ou renforcer, inciter le tourisme des Français en France, parce que c'est devenu peut-être l'essentiel maintenant des touristes dans les pays. Voilà. Donc sur les perspectives et sur un peu la réponse Alors, qui peut sur être les donnée. perspectives, pour refaire notre calcul, il est encore un peu tôt parce que les mesures ne sont pas toutes encore complètement bouclées, annoncées. Je disais ce matin, ce midi, j'étais en réunion téléphonique avec les acteurs et les différents ministres pour justement évoquer ensemble les conséquences des mesures qui ont été annoncées hier, le fameux couvre-feu dans les métropoles qui sont en zone d'alerte maximale et maintenant d'urgence sanitaire à partir de ce week-end. Donc, nous allons refaire les calculs et je pense que début novembre, on devrait avoir de nouveaux calculs. Potentiellement, c'est peut-être encore 10%, voire 15% de recettes qu'il va falloir retirer encore à ce qu'on avait déjà retiré. Ça va dépendre des modalités très concrètes qui seront adoptées, des messages et des décisions qui seront prises par rapport notamment à toute la filière événementielle. Donc, il y aura une nouvelle réunion demain à ce sujet, parce que vous avez tous entendu la règle des 6. 6 personnes maximum dans la sphère privée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la sphère professionnelle? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus faire de réunions de plus de 6 personnes? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus faire d'événements corporate entreprises de plus de 6 personnes? Ça fait partie des sujets sur lesquels il y a besoin d'avoir des messages de clarification, de réassurance, évidemment en fonction des réponses qui seront apportées. Des réponses aussi qui seront apportées à la possibilité, par exemple, pour les hôtels qui ont un restaurant intégré et des personnes qui séjournent dans l'hôtel, de pouvoir continuer à proposer un service de restauration au-delà de 21h à ses seuls clients, par exemple. Ça peut tout ça changer évidemment la donne, même si c'est malheureusement à la marge. Alors l'autre facteur important au-delà des mesures françaises, c'est l'évolution de la situation internationale et notamment intra-européenne. Je disais, il y a un premier pas qui a été réalisé mardi avec l'accord au niveau européen sur la façon dont les critères de situation sanitaire sont évalués. Donc ça, c'est harmonisé désormais. Mais ce qui n'a pas été harmonisé, ce sont les conséquences qu'on en tire. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour un même niveau de situation sanitaire, l'Allemagne, le Royaume-Uni, qui de toute façon a mis toute la France en rouge, ou la Belgique ne vont pas en tirer les mêmes conséquences, ou l'Italie. C'est-à-dire que l'Italie, par exemple, ne déconseille pas forcément de venir en France. En revanche, elle exige un test PCR au retour. En Allemagne, en revanche, comme en Belgique, on a des degrés de conseil aux voyageurs qui déconseillent même formellement de venir en France, dans un certain nombre de ces régions, de ces départements, et donc avec aussi un test PCR au retour
et une quarantaine. Donc tout ça, évidemment, est encore une véritable difficulté. Et donc les conséquences sur les recettes, elles peuvent être différentes selon qu'au niveau de l'Union européenne, on réussit à aller plus loin et qu'on réussit également à harmoniser, à se mettre d'accord sur les conséquences, et notamment sur le fait que plutôt que de restreindre l'ensemble des déplacements intra-européens, on va plutôt proposer et mettre en place des tests au départ, à l'arrivée des flux aériens ou des déplacements quels qu'ils soient. Et c'est ce que d'ailleurs les aéroports, les compagnies aériennes et puis un certain nombre d'autres acteurs du tourisme ont demandé, c'est-à-dire qu'au niveau européen, on puisse se mettre d'accord sur ce type de système avec notamment prévalence de tests et notamment les fameux tests antigéniques qui permettent d'avoir une réponse rapide depuis l'aéroport ou depuis une gare, plutôt que d'interdire purement et simplement ou de déconseiller les voyages en mettant en place des quarantaines systématiques au retour, quel que soit le test réalisé, ou dans l'attente du résultat du test, qui évidemment, tout ça est extrêmement pénalisant pour l'ensemble du secteur du tourisme européen dans son ensemble. Donc ça, c'est le deuxième facteur qui fait qu'on ait ou pas des conditions harmonisées, qu'on ait de restrictions au voyage, qu'on ait ou pas des tests qui se mettent en place. Ça fera évidemment une grosse différence. Et puis j'ai parlé de l'Europe parce que depuis cet été, c'est devenu plus de 80% de nos recettes internationales au lieu de 2/3 de nos recettes internationales. Mais je pourrais ajouter bien sûr que pour des grandes destinations comme les États-Unis ou la Chine, là aussi, il serait très important qu'on puisse négocier des corridors sanitaires, toujours avec ce système de tests au départ, à l'arrivée, qui permettrait d'avoir une reprise des flux. On est aujourd'hui sur les longs courriers à moins 95%, voire plus, de ce qu'on observait à date l'année dernière. Enfin, c'est absolument dramatique. Merci, alors, qu'est-ce qu'on fait pour le secteur du tourisme? Donc, il y a eu dès le mois de mai un plan de survie, de sauvegarde de 18 milliards d'euros, dont déjà plus de 11 milliards. Je crois même que les tout derniers chiffres donnés lundi, c'était même 13 milliards sur les 18 ont déjà été dépensés. Alors, vous avez dû en entendre parler, il y a toute une batterie de mesures qui ont été mises en place, activités partielles remboursées, le fonds de solidarité, les prêts garantis État, les prêts tourisme. Donc voilà, sur l'ensemble, tout ça a été largement mobilisé par le secteur, mais ça reste insuffisant compte tenu de la nouvelle situation et puis même si on ne peut plus parler de fermeture administrative pour l'ensemble du secteur, mais à partir du moment où vous avez un couvre-feu à partir de 21h, c'est vrai que pour les restaurants, ça devient difficile d'assurer un service le soir, notamment à Paris, on a l'habitude de dîner tard. Ça devient difficile aussi pour tout le secteur des spectacles qu'on assimile en partie au secteur du tourisme, en tout cas qui est un vecteur d'attractivité important. Ça devient difficile de pouvoir conserver des spectacles le soir, déjà qu'avec les jauges ou les conditions et protocoles sanitaires, ce n'est déjà pas évident d'un point de vue économique de maintenir cette activité. Et puis je ne parle pas de tous les événements, expositions, événements sportifs qui étaient également et festivals, qui étaient des facteurs d'attractivité, qui comptaient bien sûr une part importante dans les recettes touristiques et qui bien sûr se sont envolés depuis le mois de mars. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je le disais, c'est beaucoup, je pense, des choses au-delà des mesures de survie à court terme, mais il y a eu des annonces déjà et il va y en avoir d'autres par le gouvernement, au-delà de ce qui a déjà été annoncé par le Premier ministre cet après-midi. Les discussions se poursuivent avec, il y a un sujet des assurances, le sujet des loyers, par exemple, pour les hôteliers. Ce sont deux sujets qui font l'objet de demandes fortes de la part du secteur. Donc, au-delà de la survie, il y a toutes ces négociations internationales à avoir de façon urgente sur la mise en place de ces tests, la reconnaissance mutuelle des résultats de ces tests, la mise en place de corridors aériens pour que le tourisme d'affaires, le tourisme de loisirs puisse redémarrer. À partir du moment où les tests avant l'embarquement montreraient que tel ou tel passager
et négatif Covid, pourquoi l'empêcher de voyager? Voilà. Alors, en ce qui concerne la dernière question, le tourisme domestique, habituellement, Atout France ne fait pas de promotion sur le marché domestique. Nous ne faisons que de la promotion sur les marchés internationaux. Et donc, évidemment, cette année, compte tenu de la situation, nous avons complètement d'ailleurs modifié notre activité et les services que nous proposons au secteur du tourisme. Donc, nous avons mis en place différentes campagnes. Alors, il y a une campagne télé avec les acteurs de la montagne cet été, mais surtout, nous avons mis en place une campagne numérique. Cet été, je visite la France. Je vous invite à aller sur notre site, nos réseaux sociaux. Vous verrez, ça vous donnera des tas d'idées pour partir à la découverte de nos beaux territoires français. Et ça a très très bien marché. Plus de 10 millions de Français ont été touchés par cette campagne sur les réseaux sociaux. On a eu plus de 22 millions de vidéos vues sur nos réseaux sociaux. Et plus de 65 partenaires du tourisme. Quand je dis partenaires, c'est par exemple Air France, la SNCF, Accor, etc., qui, au-delà des institutionnels du tourisme, se sont joints à cette campagne. Donc, il y a eu vraiment un très, très fort élan de solidarité autour d'une campagne très fédératrice. Et puis, cet automne, nous venons de relancer une nouvelle campagne du même type sur le marché domestique qui s'appelle « Je redécouvre la France ». Et donc, là aussi, il y a de premiers visuels que vous pouvez aller découvrir sur nos réseaux sociaux et sur notre site. Et puis, évidemment, Noël et la saison d'hiver sont pour nous des temps forts. Et là aussi, nous allons nous activer avec les acteurs du secteur pour pouvoir effectivement essayer de faire décoller ces fameuses réservations pour la fin de l'année et pour l'hiver. Par exemple, pour les stations de sport d'hiver, il faut savoir qu'habituellement, c'est en moyenne près de 30% de leur chiffre d'affaires et de la fréquentation qui vient des touristes internationaux. Donc, cette année, il va falloir probablement se passer d'une grande partie de cela, à moins qu'on ait une amélioration d'ici le mois de décembre, janvier de la situation sanitaire dans toute l'Europe et notamment en France, bien sûr. C'est un scénario qu'il ne faut pas exclure. Donc, nous préparons des campagnes sur les marchés européens dans tous les cas et nous continuons à mener des actions. Et d'ailleurs, une chose qui est très importante, nous n'avons jamais cessé de communiquer depuis le début de la pandémie sur l'ensemble des marchés, en mettant en place des actions virtuelles, en mettant en place des visites virtuelles de sites, de paysages, de musées, avec un certain nombre de nos partenaires qui ont été très appréciés. Et on n'est pas les seuls à l'avoir fait, mais c'est vrai que tous les offices du tourisme nationaux ont vu des bons de fréquentation sur leurs réseaux sociaux, sur leur site internet très importants pendant la période de confinement, parce que ça a permis à chacun de s'évader au moins en rêve. Merci beaucoup, Caroline. Tu as déjà pas mal répondu à la question, mais sur les touristes étrangers, qu'est-ce qu'on peut faire donc, pour les attirer encore plus? Alors peut-être en termes de communication. Et on a aussi une question donc de Hubert Lévy-Lambert qui va te la poser directement. Et si tu veux, tu peux juste après avoir répondu à sa question, conclure le webinaire. Voilà, Hubert, c'est à toi pour ta question. Merci. Et je reviendrai après sur la question de ce qu'on peut faire de plus par rapport à l'attractivité vis-à-vis des touristes internationaux, parce qu'évidemment, on a tout un plan de relance. OK, parfait. Merci. Caroline, j'aurais d'abord deux questions concernant les statistiques que tu as présentées. La première, c'est qu'elle montre ce que je savais déjà, que les touristes passent beaucoup moins de temps en France et dépensent beaucoup moins d'argent que dans d'autres pays. Est-ce que, par exemple, le fait que pendant longtemps les grands magasins étaient fermés le dimanche n'était pas une cause de ce phénomène qui conduisait les Chinois à venir le vendredi voir le Louvre et à partir le samedi à Londres pour faire leurs achats? Deuxième question, tu as parlé des nuitées passées par les touristes. Est-ce que dans les nuitées, tu
comptes seulement les hôtels ou est-ce que tu y rajoutes les nuitées chez des particuliers, avec notamment Airbnb, qui est l'ennemi de Madame Hidalgo. Et j'aimerais savoir si tu penses comme Madame Hidalgo que c'est une mauvaise chose. Alors, troisièmement, j'aurais une question prospective. Je suis à la fois exploitant, gérant, propriétaire plutôt, de village de vacances et constructeur de musées, après le musée de l'X que tu as visité, j'espère. À Palaiseau, je suis en train de créer un musée du monde séfarade à Paris et j'espère qu'on va avoir bientôt 100 millions de touristes. Et j'espère qu'on aura bientôt oublié aussi la crise de la Covid, puisque c'est une femme, la Covid, et qu'on recommencera à vivre comme avant. Mais est-ce que tu ne penses pas que tous les apôtres de la décroissance, de la lutte contre le carbone, ne vont pas finalement conduire, tu as parlé de surtourisme aussi d'ailleurs, conduire à une diminution importante des voyages internationaux et donc du nombre de touristes qui visiteront la France dans les prochaines années, encore une fois, après avoir oublié cette épidémie qui finalement est beaucoup moins grave que celle de la peste du Moyen-Âge ou même de la grippe dite espagnole de 1918. Merci. Alors, sur le premier sujet, oui, c'est vrai qu'en effet, en moyenne, la durée des séjours et les recettes, hein, comme le montraient mes chiffres, sont moindres qu'en Espagne. Alors, quelles sont les causes à cela? En fait, c'est dans un des autres transparents que j'avais montré, il y avait notre positionnement qualité-prix par rapport à l'Espagne. Et c'est vrai que l'Espagne avait un positionnement avec notamment des resorts, des grands établissements, tout compris aussi, qui permettaient de faire des séjours, de rester plus longtemps à moindre coût par rapport à un séjour en France. Alors ça, dans le monde d'avant, c'était un avantage concurrentiel pour l'Espagne par rapport à la France. Dans notre monde post-Covid, c'est devenu au contraire un désavantage pour l'Espagne. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont beaucoup plus souffert que nous cet été. Pourquoi? Parce que nous avons une diversité de types de séjours possibles en France et puis de types d'hébergement également, notamment avec des boutiques hôtels, beaucoup d'établissements de petite taille dont on disait avant qu'ils n'étaient pas compétitifs et que c'était un désavantage, mais qui se révèlent dans notre monde post-Covid plutôt un avantage. Donc ça, c'est une première réponse. Alors, par rapport aux touristes chinois, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, les zones touristiques internationales, l'ouverture des commerces, les grands magasins, notamment avec leurs étages consacrés aux touristes internationaux et notamment aux groupes chinois. Hein. Je pense que vous avez tous déjà vu, par exemple, aux Galeries Lafayette, cet étage qui leur est entièrement consacré et c'est extrêmement efficace, extrêmement bien organisé, avec plusieurs milliers de bombes détax par jour avant Covid. Donc, il y a eu beaucoup qui a été fait, il y avait des décisions qui avaient été prises et qui, d'ailleurs, ont été en partie mises en place avec des abaissements pour les seuils de montant d'achat pouvant bénéficier d'une détaxe, par exemple. Donc, en tout cas, avant le Covid, ce sujet de la durée de séjour et des achats à réaliser avait déjà été vu et donc des mesures avaient été proposées et adoptées. Concernant la deuxième question, donc sur les statistiques, les chiffres que j'ai montrés, oui, en effet, jusqu'à présent, Eurostat demandait à l'INSEE et à ses homologues de calculer essentiellement les nuitées hôtelières et plus largement les nuitées en hébergement marchand collectif. On sait en effet que cette part des hébergements marchands collectifs est en décroissance au fur et à mesure que ce qu'on appelle en bon français le C2C, donc c'est tout ce qui est location de particulier à particulier, au fur et à mesure que cette part croît.
et elle croît de façon extrêmement importante, à tel point qu'Eurostat demande désormais à l'INSEE et consorts de prendre ces chiffres également en considération. Malheureusement, ce sera sur l'année 2020, a priori, la première année d'application, qui sera une année extrêmement particulière en termes statistiques. Là, on va avoir un décrochage dans les courbes très, très important. Donc, je ne sais pas si c'est un phénomène positif ou négatif. En tout cas, c'est un phénomène qui est réel, cette montée du locatif et du particulier à particulier, que ce soit Airbnb ou d'autres, Britel, HomeAway ou autres. Et cet été, en tout cas, c'est ce qui a le mieux marché, qui a été le plus plébiscité par les touristes, qui ne voulaient pas se retrouver dans des établissements où ils auraient eu des parties communes à partager, en tout cas avec d'autres convives, d'autres personnes. Et ça a expliqué le grand succès de Airbnb et autres plateformes de location en France et dans les autres pays européens. Quelle tendance post-Covid sur Airbnb, qui s'est d'ailleurs bien adapté en proposant notamment aux Américains, mais aussi aux Français et sur chacun des marchés, des locations à proximité de leur habitat. Quelles conséquences du Covid? Je pense qu'ils vont plutôt bien survivre au Covid et plutôt se développer. Toujours pour cette même raison qui fait que les petits hôtels aussi vont pouvoir tirer leur épingle du jeu, c'est que les grands resorts, un peu tout compris à façon espagnole que je citais tout à l'heure, en tout cas pendant quelques années, tant que les touristes auront encore cette peur et le souvenir de la pandémie en tête, pendant quelques années, en tout cas, ça devrait moins bien fonctionner pour ces grands resorts et mieux pour les locatifs et pour les petits hôtels. Alors, en ce qui concerne donc le moyen terme, on va dire, dans les estimations de l'Organisation mondiale du tourisme, des BCG, EY, Banque de France, ADP, Air France, etc. et consorts, on n'a pas un retour à la normale, en tout cas aux chiffres de 2019, avant au mieux, mi-2023, voire même au-delà. ADP, dernièrement, a indiqué qu'il pensait que ce serait même après les Jeux Olympiques qu'on pourrait revenir aux chiffres de 2019. Donc, les 100 millions de touristes, je pense qu'on est assez loin de les voir arriver. En soi, ce n'est pas tellement un sujet qu'il y ait 100 millions de touristes. La question, c'est où vont-ils et quand? Et donc, notre sujet, qui était déjà de voir avec les destinations comment on pouvait mieux répartir spatialement et dans le temps ces flux touristiques, amener à faire découvrir autre chose que Paris. Vous vous souvenez de la carte que je vous ai montrée? On voyait bien cette grande concentration sur Paris, dans la moindre mesure sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes. La grande question, c'était comment on pouvait amener les touristes, et pas seulement les Européens, à aller découvrir autre chose que Paris et que la Côte d'Azur ou le Mont-Blanc, et venir de façon beaucoup mieux répartie sur l'ensemble de l'année. Plus que jamais, ça va être un enjeu, non seulement parce que ça permettra d'être, je pense, plus en adéquation avec les attentes des habitants, plus en adéquation aussi avec cette rémanence quand même du souvenir de la pandémie et de cette peur plus ou moins consciente ou inconsciente qui subsistera quelque temps des flux et des foules. Et puis, il y aura cet impact environnemental. À partir du moment où, au niveau mondial, au niveau de l'Europe, au niveau de la France, il y a des engagements effectivement environnementaux, notamment en matière de gaz à effet de serre. Il faudra bien que le secteur du tourisme, les transports en particulier, puissent prendre des mesures et s'adapter à ces engagements, à cette nouvelle donne. Du reste, il y a vraiment une attente qui ressort dans
dans l'esprit à la fois des entreprises et des touristes pour que effectivement il y ait une meilleure prise en compte de cet impact environnemental dans l'activité. Donc 100 millions de touristes, c'est plus forcément un objectif en soi. Je pense que l'objectif, il est davantage maintenant de faire en sorte que nous ayons des touristes plus qualitatifs et qui, dans leurs expériences, se répartissent beaucoup mieux dans le temps et sur les territoires. Parfait, merci beaucoup Caroline, c'était passionnant. Est-ce que c'est OK pour toi ou est-ce que tu veux dire un dernier mot pour conclure Voilà, nous sommes en tout cas mobilisés chez Atout France pour travailler au rebond, à la survie d'abord, et puis ensuite au rebond du tourisme, continuer à donner envie aux touristes internationaux de venir en France, donner aussi aux Français envie, et je ne sais pas si ça continuera, mais je trouve que c'est plutôt une mission intéressante de faire découvrir aux Français des territoires hors des sentiers battus, de faire découvrir les nombreuses pépites qui émaillent nos différents territoires. Je n'ai pas vu de statistiques en la matière, mais si on demandait aux Français dans combien de régions, dans combien de départements ils ont déjà eu l'occasion de se rendre en France, je pense qu'on aurait certainement des surprises et donc en tout cas on a encore beaucoup de conquêtes à faire. Le tourisme demain, il sera davantage un tourisme de proximité, voire d'hyper-proximité. Le marché européen, notamment, qui était notre principal marché et dont on voyait qu'il était un vecteur de croissance encore très, très important, va l'être encore plus dans les années qui viennent. Et en ce sens, la poursuite de l'activité touristique sera parfaitement conciliable avec les exigences en matière de tourisme durable, puisque nous aurons un touriste qui viendra de moins loin et qui pourra rester aussi plus longtemps, on l'espère, que ne le font les touristes long courrier qui ont, comme on le sait tous, l'habitude de faire un tour de l'Europe en 5 jours. Parfait, merci. Et je partage le commentaire de Fabienne. Merci pour vos explications claires et votre enthousiasme. On le ressent et ça fait du bien. Merci beaucoup, Caroline. Donc, webinaire passionnant. Et le prochain, ça sera mercredi, donc 21 octobre à 18 h avec Didier Kling, qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Île-de-France et dont une grosse partie de l'activité est le tourisme d'affaires, avec des activités de Porte de Versailles. Et la CCI Paris-Île-de-France est extrêmement active, et Didier Kling en particulier extrêmement actif, effectivement, dans la promotion. Vous le savez, hein, Paris est la première destination pour les congrès internationaux depuis déjà maintenant 2 ans. Et donc, on espère bien retrouver ce podium dès que la situation le permettra. Exactement. Et donc, on parlera encore du tourisme mercredi prochain sous cet aspect-là. Et en tout cas, aujourd'hui, c'était déjà passionnant et on a appris énormément de choses. Merci, Caroline. Et puis, très bonne soirée à tous. Très bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.